Bonjour, Monsieur Kwaku. Bonjour Nadine, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de Madame Annick Djedje. Ça va bien, Annick? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous expliquer comment vous êtes liée à Monsieur Kwaku? Mon nom, c'est Annick Djedje et Fred Kwaku, c'est un ami, un grand frère. Et je le connais depuis plusieurs années. Et puis, voilà. Vous êtes travailleuse sociale aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Et j'imagine qu'une situation très difficile, comme ça, peut beaucoup rapprocher une communauté ou deux personnes qui sont déjà liées d'amitié. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait commencer par un retour en arrière, donc au 12 mars 2018. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Bien, avant d'arriver au 12 mars 2018, il y a eu quand même un avant 12 mars 2018. Donc oui, pour compléter ce que Annick vient de dire tantôt, on se connaît depuis, je dirais, 2010, 2011, même avant, je pense bien. Dans la communauté, comme elle a dit. Puis bon, avec l'arrivée de mon épouse à Montréal, on s'est beaucoup plus rapprochés parce que je pense que c'est l'une des premières personnes que mon épouse a connues quand elle est arrivée ici. Donc, c'est une belle personne, une belle âme. Donc, pour revenir maintenant au 12 mars, c'était une journée ordinaire, on va dire comme ça, jusqu'au soir où tout a basculé. Donc, c'était une journée pédagogique? Oui, c'était une journée pédagogique parce qu'on revenait de la relâche scolaire en mars. Et ce qui est à retenir, c'est que cette journée-là, journée pédagogique, est surtout principalement due au fait qu'il y avait un déménagement dans l'école de Ariel. Il est de l'école François de Laval. Mm-hmm. Et puis, il y avait des travaux qui ont été engagés. Donc, on les a délocalisés à Victor Doré. Les travaux étant finis, il fallait réintégrer l'école François de Laval. Et cette journée-là a été décrétée journée pédagogique pour permettre le déménagement. Et voilà, donc ce jour-là, le matin, comme à mon habitude, je suis allé, mais il dormait quand je partais au cours. J'ai juste déposé sa petite sœur à la garderie et puis je suis allé. En partant, on s'est assuré que tout se passait bien parce qu'on avait de la famille, des amis qui étaient à la maison. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas qu'on a laissé Ariel seul. Il y avait des amis qui, eux aussi, avaient été frappés par un sinistre. Il y a eu l'incendie chez eux. Et donc, on les a recueillis à la maison le temps que tout se règle et qu'ils retournent dans leur appartement. Donc, ils étaient avec Ariel. Mais avant, la veille, Ariel a eu la permission de sa maman pour se rendre chez son ami Ismaël. Bon, moi, je n'étais pas informé de leur deal, on va dire ça comme ça. Et quand c'est ainsi, à ma pause, j'appelle toujours Ariel s'il est à la maison. Parce qu'il a des grands frères, souvent il reste avec ses grands frères. Mm-hmm. Donc à ma pause, j'appelle pour savoir s'il va bien. Donc quand j'ai appelé, on m'a dit qu'il dormait. Ça, c'était mon premier appel que j'avais logé. Et le deuxième appel, on m'a encore dit qu'il se lavait. Et puis bon, je suis retourné à mes occupations. Et quand j'ai fini à 3 heures, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec un autre ami du nom de Charles. Et je dois le rencontrer chez lui. J'y suis allé. À mon retour de chez Charles, j'ai reçu l'appel de ma femme pour me dire que Ariel manquait à l'appel. Bon, ce qui était, on va dire, juste un appel pour m'informer de venir après un cauchemar. Donc, je suis arrivé à la maison pour constater effectivement qu'il n'était pas là. Et juste après, je suis allé au poste de police. Et comment votre épouse s'est rendue compte qu'il manquait à l'appel? Oui, parce que justement, elle, en ce moment, elle faisait des cours au centre des métiers de la santé.
Donc, elle allait au cours de la journée. Donc, quand elle est rentrée, elle est allée chercher Ariel parce que pour elle, comme elle s'était entendu que Ariel devait aller chez son ami Ismaël. Elle est passée à la maison voilà, de son ami? Voilà, okay. Donc c'est là-bas qu'elle s'est fait dire que Ariel n'y était pas parce que Ismaël n'était pas à la maison. Sa maman, travaillant au service de garde, est partie avec son fils Ismaël. Donc finalement, il n'y a pas eu de coordination entre ma femme et puis la maman de l'ami d'Ariel. C'était une entente entre les deux garçons? Voilà, une entente entre les deux garçons et une entente entre Ariel et sa maman. Mais la maman d'Ismaël n'était pas informée, donc elle est partie au service de garde avec son fils. Et Ariel s'y est vraiment rendu. Il s'y est bel et bien rendu parce qu'on a eu des vidéos qui ont montré qu'il y est allé, mais il allait toquer, il n'y avait personne. Donc il a dû rebrousser chemin. Et donc c'est sur son chemin de retour qu'il est entré dans le parc de Batelier. Puis bon, c'est les dernières images qu'on a eues, c'est ça. OK. Vous avez dit que vous vous êtes rendu au poste de police la même journée, donc le 12 mars en fin d'après-midi, début de soirée. Pour être précis, oui, j'y suis allé. Si ma mémoire est bonne, ça devait être autour de 18h, 18h12, quelque chose comme ça. OK. Bon, avec le temps, c'est tellement que j'ai pu peut-être manquer quelques détails, quelques précisions, mais c'est clair que je suis allé moi-même au poste de police. Et j'ai rencontré une agente. Quand je suis arrivé, j'ai dit que j'étais venu signaler, pas encore la disparition, mais j'étais venu signaler que je ne voyais pas mon fils. Elle m'a demandé de rentrer à la maison pour aller faire le 911. Et là, d'attendre qu'il y aurait des répondants qui vont venir à la maison. Bon, je n'ai pas trop compris cette procédure-là. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'imagine que vous êtes rentré, vous avez fait ce qu'elle vous a recommandé de faire, vous avez appelé le 911. Les policiers sont venus à votre domicile. Oui. Vous les avez informés de tout ce que vous venez de me raconter. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que je me rappelle qu'il y a eu une alerte Amber. Est-ce que c'était la même journée ou le lendemain? Okay, on va en arriver là. C'est clair que quand je suis rentré, j'ai fait le 911 sur recommandation de l'agente. Je ne suis pas policier, je ne connais pas la procédure policière. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces situations-là. Mais j'ai respecté scrupuleusement ce qu'elle m'a demandé de faire. Je suis rentré, j'ai fait le 911. Donc, l'intervenant au bout de ligne m'a dit qu'on va m'envoyer des répondants. Donc, quelques 20 minutes après, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à la maison autour de 18h35, 40 par là. Bon. Et quand ils sont arrivés, bon, c'est des questions, on m'a posé des questions. Et avant qu'ils n'arrivent déjà, le temps que je rentre, j'arrive du poste de police, je suis allé dans les différents domiciles où je pouvais, voir Ariel chez des amis, mais il n'y était pas. Personne ne l'avait vu cette journée-là? Personne. Et donc, à peine je suis arrivé que les répondants sont arrivés. Et puis, ils sont venus, ils ont visité la chambre d'Ariel. Ils ont pris son sac d'école. Ils ont fouillé son sac d'école dans l'espoir de peut-être trouver un indice, genre s'il avait une adresse ou bien s'il avait quelque chose qu'il avait inscrit, tout ça. Et même, je me souviens bien qu'ils ont pris son cahier de dessin, parce qu'il dessine très bien. Ils ont pris son cahier de dessin, et puis dans le questionnement maintenant, il était question pour eux d'en savoir un peu plus sur nos rapports avec Ariel. Est-ce que vous avez eu des échanges avec lui dernièrement, on va dire, peut-être des échanges... Des conflits? Conflits. Non, il n'y avait pas de conflit. La seule chose que je leur ai dit, c'est qu'en ce moment-là, puisque avant la relâche, c'était la fin d'étape. Donc, il n'avait pas bien travaillé en mathématiques. Okay. Et sa directrice a demandé à me rencontrer. Je l'ai rencontré avec Ariel même. Okay. Et quand on est arrivé, ses résultats n'étaient pas bons. En ce moment, on préparait un tournoi de soccer parce qu'il était inscrit
au FC Salaberry. Donc, alors, il aime le soccer. Voilà, c'est ça. Donc, il joue au soccer. Il est inscrit au soccer. Donc, il y avait un tournoi qui devait se faire à Trois-Rivières. Et moi-même, je devais faire partie de la délégation parce que j'étais parent qui accompagnait. Et puis, je lui ai dit, si tes résultats ne sont pas bons, tu ne vas pas participer au tournoi de soccer. Mm-hmm. C'est ce commentaire que j'ai donné. Une deuxième question qui m'a été posée, c'était de savoir si Ariel fréquente les parcs. Vous voyez que c'est une question qui est vague. J'ai dit, mais comme tout enfant, ils vont dans les parcs. Donc, pas plus ou moins. Voilà, donc, il y a le parc Marcelin Wilson. Oui, j'y suis allé déjà moi-même avec lui. Et il y a le parc qui est juste à côté de la maison, j'ai oublié le nom. Puis il y a le parc de Mézy, parce que là-bas, il y a une retenue d'eau. Donc les enfants s'en vont, ils se mouillent. Et j'y suis allé. Donc je ne savais pas qu'à ce parc de Mézy, il y a comme un centre de recueillement, je sais pas, de recueil des jeunes en situation difficile. Il semble qu'il y a une maison là-bas pour ces jeunes-là. Donc tout de suite, le policier qui a fait le rapport a fait un lien, comme Ariel fréquentait ce coin. Et c'est même sorti dans la presse. Le premier article de presse qui est sorti, ils ont fait mention de cela. Il a fallu qu'on fasse un démenti pour éteindre cette rumeur-là. Et même surtout sur un supposé conflit que j'aurais eu avec lui, alors que c'était totalement faux. Et donc, tout est allé dans tous les sens. N'eût été le fait qu'on soit venu faire un démenti, c'est clair qu'au départ, c'est cette étiquette qui nous était collée. Annick, vous avez été avertie qu'Ariel manquait à l'appel la soirée même? Dès le lendemain matin. Dès le lendemain matin. Est-ce que l'alerte Amber avait été... Non? Non. L'alerte Amber, il y a eu comme des batailles de procédure entre les policiers. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne connaissons pas les procédures policières. Mais on a constaté nous-mêmes beaucoup d'hésitation, beaucoup de manquements. Je veux bien le dire parce qu'on a des éléments après à notre possession. Déjà, j'ai parlé de cette histoire aller faire le signalement et qu'on me demande de rentrer à la maison pour appeler 911. Mm-hmm. Après, on a su que c'était pas du tout la procédure. C'est pas la procédure. Et ça vient de la bouche même des policiers. Et puis de tous les experts qui sont prononcés là-dessus. Il y a même des journalistes qui ont écrit des articles sur cette... Est-ce qu'on vous a donné des explications par rapport au choix de l'agent de vous... Ce que je peux dire, c'est que cette agente-là a été mutée. Oui, pas plus. On n'a pas eu d'autres détails pourquoi elle a été mutée, mais c'est clair qu'elle a été mutée. Donc, certainement, la police pourrait nous répondre sur cela. Mais dans tous les cas de figure, il ne nous appartient pas à nous de porter de jugement sur les mouvements qui se font chez les policiers. Mais c'est clair, c'est l'information que nous avons eue. Donc, les policiers viennent chez vous, recueillent les informations. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est juste après ces informations, on nous a fait signer un document. D'abord, pour ce que j'ai témoigné, il fallait signer le rapport initial. Et à partir de là, on m'a fait signer aussi un document de divulgation à la presse. Donc, je pense que c'est à minuit que le premier article de presse est apparu sur le site de TVA Nouvelles. Donc, ça a fait les nouvelles le 13 mars. Oui, le 13 mars à 0h. Donc, j'imagine que vous avez passé une nuit blanche, certainement. Totalement. Vous avez averti vos amis, votre famille? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Non, pas tout de suite, parce que c'est sensible. Sensible en cela que ma mère, paix à son âme, vivait encore. Elle avait une santé fragile. D'accord. Donc, il fallait la protéger. Mm-hmm. Et puis, dans la communauté, c'est sûr que, comme je l'ai dit, mon ami Charles, chez qui j'étais, il a été informé, il est venu tout de suite. Mm-hmm. D'autres amis sont venus.
ceux qui ont eu l'information aussi, à partir de minuit, ils ont attendu le lendemain pour nous appeler. Et donc, pour revenir à l'alerte Amber, comme on disait là, il y a eu une bataille de procédure entre les différents corps de police. Faut-il déclencher l'alerte Amber? Faut-il pas? D'après ce que nous avons su plus tard, c'est qu'il n'y avait pas assez d'éléments, il n'y avait pas d'indices pour déclencher une alerte Amber. Mais finalement, ils l'ont déclenché. Mais c'est comme ça a été déclenché 24 ou même peut-être 48 heures après. D'accord. C'était trop tard. Parce que je pense que pour une alerte Amber, il faut qu'il y ait une certaine preuve qu'il s'agissait d'un enlèvement. Exactement. Et on n'était pas certain à ce stade-là. D'accord. Comment se sont passés les prochains jours? Donc, votre fils manque à l'appel, vous coopérez avec la police, vos amis, votre famille sont autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Comment les heures passent dans une situation comme ça? Je vais profiter de cette question pour dire merci à Annick. Non, sincèrement, je ne trouve pas les mots pour lui dire merci. Parce que, tenez-vous bien, dès qu'elle a eu l'information, elle a manqué son travail pour nous. La journée même. Et je pense qu'elle nous a fait profiter de ses compétences professionnelles. Parce que, étant du domaine du social, elle nous a organisés. Oui, ça fait que au lieu que je me retrouve sous les lampions en train de répondre aux questions des journalistes, ici et ça, elle a tout de suite pris sur elle d'organiser une équipe qu'on a dénommée la coordination Sauver Ariel. Et elle a piloté cela de main de maître. Et c'est pour ça que je ne cesserai jamais de lui dire merci. Et cela nous a comme enlevé quand même de la pression. Déjà qu'on avait la pression psychologique qui était là. Mais ça fait qu'on avait des gens sur qui compter, qui prenaient de l'action pour nous. Donc, elle a été une véritable amie. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés juste avant l'enregistrement du podcast et je lui ai dit que, selon moi, la définition d'un vrai ami, c'est quelqu'un qui est capable de partager le fardeau de l'autre personne. Et c'est réellement ça qu'elle a fait avec vous et qu'elle continue de faire jusqu'à ce jour, 6 ans plus tard. Donc, c'est très inspirant. Et c'est rassurant de savoir que vous avez des personnes comme ça dans votre entourage parce que ce que vous avez vécu, ce que vous continuez de vivre encore, je perçois ça comme étant quelque chose qu'aucun être humain devrait traverser, mais c'est rassurant, encore une fois, de savoir que vous êtes pas seul là-dedans. C'est clair, je l'ai dit même, peut-être pour rire un peu, mais c'était la vérité. Je dis que je fermerai mes yeux. Annick, je lui donnerai ma main, elle va me guider. Même si c'est pour aller me mettre dans un trou, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, totalement, je lui fais confiance, totalement. Et elle a fait ses preuves. Et 6 ans après, on est encore là, soudés pour la même cause. Mais pour d'autres causes, parce que je l'ai dit, on se connaissait avant ça. Donc, c'est ça. Donc, retournons encore une fois à mars 2018. L'alerte Amber est déclenchée. Je me rappelle d'avoir suivi l'histoire de très près aux nouvelles. Et de mémoire, il y a beaucoup de gens qui se sont ralliés autour de vous et qui ont voulu prêter leur main et aider d'une façon quelconque. Donc, comment est-ce que vous avez passé les jours qui ont suivi le 12 mars? Parfait. Je saisis cette occasion pour dire merci à tous ces anonymes, à toutes ces personnes connues, à toutes ces personnes qui sont mobilisées. Comme vous l'avez dit, il fallait juste aller dans les médias
pour savoir qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mobilisées. Je voudrais profiter de cette question pour les remercier. Remercier d'abord ma communauté, la communauté ivoirienne. Remercier ensuite la communauté africaine. Remercier mes collègues, surtout mes collègues, parce que je sais quel apport ils ont été pour moi dans cette période. Remercier aussi les collègues de ma femme. Remercier les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiennes. Et au-delà même, remercier à l'international parce qu'on a reçu des appels de France, des États-Unis, de Turquie, des endroits où on n'espérait même pas. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro, mais clairement, j'ai eu des appels de ces endroits-là. Comment je perçois ça? Pour moi, c'est une cause qui a été, je dirais, c'est une cause qui a été partagée. C'est une cause commune. On a senti la solidarité, on a senti qu'on n'était pas seul dans ces événements, dans ces moments-là. Tout le monde était là avec nous, tout le monde était là pour nous. Et un fait qui est important, c'est que même il y a des gens qui sont venus nous proposer de garder notre fille. Ça, c'est pas rien. C'est vrai qu'on a eu de la famille autour de nous, des amis sont venus spontanément. Mais quand quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te dit, avec ce que tu es en train de vivre, si tu veux que ta fille ne subisse pas cette pression, on est prêt à la garder avec d'autres enfants pour qu'elle aille jouer. C'était fort. Des voisins sont venus déneiger devant chez nous. Des voisins sont venus déneiger. Et je me rappelle mon voisin en face qui est venu déneiger devant chez nous, déneiger ma voiture, nos voitures, parce qu'on ne pouvait pas faire cela. Vous voyez combien de fois cela est important. Donc, c'est les actes qui nous ont vraiment marqués. Des lettres, on en a eu beaucoup, des cartes, des appels, on en a eu tellement. Et sans compter les dons, tant en argent qu'en nature. On a eu vraiment la mobilisation autour de nous. Et de mémoire, ça fait quand même 17 ans que je suis ici. Je n'ai pas vu encore une telle mobilisation pour une autre cause. Et je voudrais vraiment dire merci et prier Dieu que chacun d'entre ces personnes-là soit remercié par le retour d'Ariel. C'est cette récompense-là que moi je donnerai pour dire merci à ces personnes-là. J'aimerais profiter du fait que vous venez de mentionner Dieu pour vous demander une question à ce sujet. De ce que je sais de vous, vous êtes un homme croyant. Ce que vous avez vécu a le potentiel de venir chambouler, voire même détruire la foi que quelqu'un pourrait avoir en Dieu. Mais dans votre cas, c'est pas ça qui s'est passé. On dirait que vous vous êtes accroché encore plus. Est-ce que vous avez eu une phase durant laquelle vous étiez fâché contre Dieu ou que vous avez demandé des questions comme « Pourquoi moi ?» ou « Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il permet à une telle chose d'arriver ?» Il est dit, sans être très dans les Écritures, il est dit que Dieu nous donne des épreuves que lui-même sait que nous sommes capables de supporter. Ça, c'est là où j'ai puisé certainement mes forces. Et puis, je l'ai déjà dit plus d'une fois, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, d'où nous venons. Et on a des amis formidables autour de nous. Mais en Côte d'Ivoire, j'aurais dit que ma femme, sa famille, ses amis auraient été là pour elle. Ici, je suis le pilier. Si moi je m'écroule, tout le monde va s'écrouler autour de moi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il faut aussi donner la force à ceux qui viennent nous aider. Ça, c'est important. Ceux qui viennent pour nous, là, si ils arrivent
que nous sommes totalement en terre. Il s'agit d'émotions. Il s'agit d'émotions. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous aider, il vient vous trouver à terre. Il peut lui-même se trouver dans la même situation. Il n'aura même plus la force de venir vous apporter assistance. Donc, tout cela, je dis merci à Dieu qui m'a donné cette force-là. Parce que c'est une énorme force de caractère d'être capable de se tenir droit dans un des pires cauchemars qu'un être humain pourrait se retrouver. Mais au-delà, ce qu'il faut retenir, moi, j'ai la conviction, j'ai la foi et j'ai l'intuition que mon fils est vivant et qu'il rentrera. Dieu seul va me donner le contraire de ce que je suis en train de dire. Mais s'il a permis cela, il y a une raison. Nous, humains, on est dans les interrogations. On s'interroge, on n'a pas de réponse. Même quand Ariel sera rentré, on n'aura pas la réponse à toutes les questions. Ça, c'est sûr. Nous n'aurons pas la réponse à toutes les questions. Tout est entre les mains de Dieu. C'est tout. Est-ce que vous avez des idées un peu, disons, plus sombres des fois par rapport à cette situation? Jamais. Jamais, parce que ceux qui sont proches de moi, Annick notamment, peut vous le dire. Souvent, fois, c'est quand je me mets dans mon coin que je regarde ma femme, je dis pour elle. Quand je regarde ma fille, quand je regarde les autres garçons, pour eux, je dois être vraiment debout parce que ma femme s'est montrée forte. Elle s'est montrée forte. Il y a eu des moments où, quelque part, elle pleurait beaucoup. Mais toujours est-il qu'elle était suffisamment forte pour me donner aussi la force de... Donc, des idées sombres, jamais. Mais jamais, 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 jamais. Parce que, comme je l'ai dit une autre fois, quand Ariel va rentrer, comment veut-il voir ses parents? Est-ce qu'il veut les voir tristes? Est-ce qu'il veut les voir à terre? Ou bien veut-il voir ses parents debout pour l'accueillir? Donc, ce sont des choses qui, moi, me motivent à ne pas avoir d'idées sombres du tout. Je suis très contente d'entendre ça. Et vous avez mentionné qu'Ariel a une sœur et il a 2 frères, n'est-ce pas? Comment ils ont vécu cette situation au tout début? Comment vous expliquez ça à vos enfants? Chez nous, c'était ouvert. On n'a pas fait de tabou, pas de... En tout cas, c'était un livre ouvert. On en parle, on en a discuté. Sa petite sœur, en ce moment, avait 5 ans. Mais on en parlait comme si elle était une grande personne. On lui a jamais menti. Est-ce qu'elle a compris l'ampleur de ce que vous viviez? Elle a vécu ça. Oui. Elle a vécu. Parce que même dans toutes les marches qu'on faisait, elle était avec nous. Oui. Elle était avec nous. Il y avait des images, des photos, même dans les médias, à la télévision. Elle voit son frère. Elle a vécu ça. C'est pas quelque chose qu'on va venir lui raconter. Elle a vécu des questions. Le jour même, je vais vous le dire, et ça vient me chercher parce que le jour même quand Ariel a disparu, il était minuit. J'avais mon ordinateur sur mes pieds et elle était assise sur moi. D'abord avec le balai des policiers, elle commençait à me poser des questions, on ne voyait pas Ariel. Ils sont très proches en passant. Qui? Ariel et sa petite sœur sont très très proches. Ils dorment pratiquement l'un dans les bras de l'autre. Ça a toujours été comme ça. Et quand elle ne voyait pas son frère, Ariel est où? Ariel est où? Et quand elle a vu la photo, la première image dans l'article de presse paru sur TVA Nouvelle en ligne, la question que ma fille m'a posée, je n'ai pas pu y répondre. La seule chose que j'ai faite, j'ai fermé l'ordinateur puis je l'ai serré dans mes bras. Parce qu'elle pleurait. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'un jour, on ne sait pas que s'il a inspiré elle, qui a dit à sa maman de juste prier, Ariel va rentrer.
Ça, c'était, je pense, 2 mois après. 2 mois après. Même pas, en fait. J'ai exagéré, mais 2 mois après. Sa mère est allée la chercher à la garderie. Et puis, elle a dit à sa mère de ne plus pleurer, que son grand frère va revenir. C'était extraordinaire. Donc, on n'y a rien caché. On a partagé tout avec les enfants. Comment ils vont aujourd'hui? Ils vont très bien. Elle est devenue une belle demoiselle. Parce qu'elle a 10 ans et demi maintenant. Donc, elle a grandi. Et ils vont tous bien. Et on continue d'en parler. OK. Après, il y a des actions qui s'amènent là. Donc, on a fait des t-shirts. Elle a son t-shirt. Je veux mon t-shirt, moi aussi. Il n'y a pas de problème. Annick? Et j'ai perdu ma question. C'était par rapport à vos enfants, encore une fois. Bon, ça va me revenir. Donc maintenant, on est rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des efforts de recherche qui sont encore en cours? Non, permettez-moi de dire quelque chose qui va peut-être surprendre. C'est que la police même ne croit même plus à sa propre thèse. C'est-à-dire celle de la noyade. Oui, ça je le dis simplement parce que, première chose, c'était l'hypothèse qu'ils ont avancée. Oui. Tous les efforts ont été déployés. On a même fait venir le chien d'Alifas, dont on a vanté les mérites. Dans la presse, ça a été vraiment médiatisé. Le chien, d'après les experts qui sont venus parler de ce chien, ils ont dit que ce chien ne se trompe jamais. Ses résultats sont imparables. En tout cas, on a entendu ça. OK. Quand ce chien est arrivé, il n'a pas vu de corps dans l'eau. Il n'a pas... En tout cas, parce qu'on dit qu'il sent la chaleur et c'est ça qui le guide pour aller repérer. Et quand ils ont fini, au lieu même de communiquer sur les résultats de cette opération qui a fait qu'on a déplacé le chien avec tous les moyens qu'il faut, l'argument qui a été servi, c'est que le courant est trop fort. Le courant est trop fort pour... Le courant d'eau est trop fort. Pour le chien. Ah, okay, alors que le même courant, dans le même courant d'eau, il y a des plongeurs. Okay. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et ils ont mis... Qu'est-ce qui ne va pas selon vous exactement? Selon moi, quand moi j'ai dit, et ça c'est factuel, je n'invente rien, c'est factuel. Quand vous nous dites que l'enfant est dans l'eau et que vous envoyez un chien spécialisé dans la recherche de corps dans l'eau et que vous faites du tapage et que ce chien arrive et que vous faites l'exercice et que le chien ressort et que le chien ne voit pas ce pourquoi vous l'avez envoyé, qui est que l'enfant est tombé dans l'eau en ce moment précis, c'est pour moi, c'est un échec. Mm-hmm. Ça, il n'y a pas... C'est un échec à ce niveau-là. Donc, la police devait avoir l'humilité de dire, OK, nous avons plongé, on n'a pas vu de corps. C'est simple, c'est juste cette phrase-là. Mm-hmm. On n'a pas vu de corps. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a pas vu de corps et que vous allez me dire que le courant d'eau est trop fort. Du coup, on arrête les recherches. Okay. C'est simple à comprendre là. Et puis, quand vous dites que votre hypothèse, c'est que l'enfant s'est noyé, mais il faut multiplier les recherches. Il faut multiplier les actions dans ce sens-là. Depuis que ce chien est sorti de l'eau, et on n'en a plus entendu parler, mm-hmm. Je mets quiconque au défi pour prouver que la police est retournée sur les berges pour aller faire d'autres plongées. Est-ce que c'est arrivé, en fait? C'est pas arrivé. Non. Okay. Et cette année-là, en 2018, ça a été l'un des étés les plus chauds au Canada. En tout cas, pour Montréal, ce que je sais. Il y a eu une forte canicule.
où il y a eu même des décès. Je pense qu'on a chiffré les décès autour de 52 cette année-là. Les eaux étaient chaudes. Tout ce qui était corps humain, chaque semaine, on annonçait qu'on a retrouvé des corps cet été-là. Mais point d'Ariel. Ariel n'est pas dans l'eau. Ariel, en ce moment, il pesait quoi? À peine 30 ou peut-être 40 kilos. Mais on a eu besoin des brise-glaces, des machines brise-glaces pour pouvoir accéder à l'eau. Est-ce que Ariel sait nager? Non. Non, OK. Nager dans une piscine, bon, c'est patauger, mais c'est pas... Donc, il n'aurait pas le réflexe d'aller proche... Totalement. Bon, à ce niveau, je ne peux pas... Mais clairement, si Ariel était à l'eau, les premiers jours, il aurait été repêché. Ou alors même quand il y a eu la fonte de la glace, là, comme je l'ai dit, cette année-là, il y a eu beaucoup de corps qui ont été repêchés dans l'eau. Vous allez vous documenter en 2018. Vous allez avoir tous ces détails-là. Donc, clairement, et depuis lors, on n'a pas entendu dire que la police est allée faire d'autres plongées pour aller vérifier. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il le fasse? Mais 6 ans après. 6 ans après. Et un fait troublant. Au lieu de continuer à poursuivre leur propre thèse, ils ont lancé un appel à témoins. 2 mois après. 2 mois après, oui. OK. Oui, ils ont lancé un appel à témoins. C'est dans la presse, je n'invente rien, tout est factuel. Et cet appel à témoins... Donc, selon vous, l'appel aux témoins aurait dû se faire immédiatement après que la disparition. Oui. Sachez que Montréal est une ville très mobile. La mobilité à Montréal, là, c'est comme chaque 24 heures. Je peux habiter ici. Demain, je peux habiter à Anjou. Comme je peux quitter totalement l'île de Montréal pour me retrouver en région. Ici, là, nous sommes dans une zone très mobile. Les gens bougent beaucoup. Donc, un événement qui a eu lieu le 12 mars, quand vous faites un appel à témoin en juin, ce témoin peut avoir voyagé. En plus, c'était les vacances. Donc, ce témoin peut avoir voyagé. Il peut même avoir déménagé. Donc, pour moi, là, c'est pas à ce moment-là qu'il fallait faire l'appel à témoin. Et quand vous faites un appel à témoin, mais venez aussi nous dire qu'il n'y a personne qui s'est présenté ou bien quelqu'un s'est présenté. On ne veut pas savoir ce que vous vous êtes dit. Mais au moins, qu'on sache que cet appel à témoin a abouti à rencontrer quelqu'un et à lui parler. Est-ce que je me trompe ou il y avait une dame qui avait fait signe à la police comme quoi elle aurait vu Ariel soit proche ou dans le parc des bateliers? Le lendemain même, parce que cette question va m'amener à une autre. Enfin, je vais répondre et puis je vais profiter pour donner une autre réponse. Le lendemain même, oui, cette dame, elle est passée devant les journalistes pour aller témoigner qu'elle aurait vu Ariel. OK. Ce qu'elle a dit, parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer cette dame, justement. Ce qu'elle a dit devant la télévision, comme quoi elle a vu un enfant qui était triste. Et c'est pas, je pense pas que ce soit ses propos qu'on a entendus. C'est le commentaire. Parce que, oui, quand on l'a interrogée, elle dit qu'elle avait vu passer et que ce qui l'a frappé, c'était les souliers, la couleur des souliers. La couleur. Ils étaient jaunes? Oui, c'était la couleur des souliers. C'est ça qui a fait qu'elle s'est rappelée de l'avoir vu. OK. Maintenant, le commentaire qui a été fait, que Ariel était triste, je ne pense pas que cette dame ait dit ça. Okay. La preuve en est, quand on l'a rencontré, parce qu'on l'a rencontré, bon, à moins que ce ne soit une autre personne qui est venue se présenter, elle a dit qu'elle n'a jamais dit qu'Ariel était triste. Et des éléments existent. Elle nous a dit qu'elle n'a jamais dit qu'Ariel était triste. Mais quel serait l'objectif d'inventer? Mais pourquoi ce flou aussi? Pourquoi ce flou? Pourquoi cette confusion entretenue? Pourquoi avoir dit quelque chose la veille et venir dire le contraire après? Est-ce que vous lui avez posé la question? Non, ce n'est pas à nous de lui poser la question. Dès l'instant où quand elle a dit quelque chose,
qu'elle est venue se dédire. Je pense qu'une enquête policière devait aller plus loin. OK. Et c'est pas arrivé. Comme je l'ai dit, je ne commande pas les procédures policières. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. D'accord. Mais cette dame, on n'a plus... Elle a disparu comme bizarrement du décor parce que peut-être qu'on la protège. Bon, je sais pas. Comme je l'ai dit, je ne maîtrise rien de la procédure policière. Je ne veux pas peut-être être ami avec elle, non. Mais au moins, aujourd'hui, je veux savoir si elle existe quelque part. Est-ce qu'elle est en contact avec la police? En quelque sorte, c'est la dernière personne n'a pas vu Ariel. Voilà. Donc, ne serait-ce que ça, est-ce que le contact est maintenu entre elle et la police? Ça, c'est des questions. La police ne peut pas vous donner cette information? Pas forcément. Mais la question que je pose, ce n'est pas qu'on vienne me répondre à moi. C'est pour savoir si cette dame-là, elle existe encore dans les fichiers de la police. Est-ce que la police est encore en contact avec cette dame? Je comprends. C'est juste la question. Ce n'est pas que je veux qu'ils viennent m'informer là-dessus. Non. Mais vous voulez avoir l'assurance, je pense, que la police a tiré profit au maximum de ce que cette dame aurait pu voir et de ce qu'elle avait possiblement. À dire. Et là où même elle a vu Ariel, c'était, et c'est là où le point que je vais amener, c'est là où la caméra a capté Ariel en train d'aller chez son ami. Et en parlant de cette caméra, c'est moi qui ai été voir le film que j'ai mis à la disposition de la police. C'est moi. C'est moi-même qui ai été voir le film. Oui, on nous dit que ce jour-là, il y a eu changement d'heure. Mais écoutez, je ne critique pas la méthodologie ou bien la méthodologie de la police. Ce n'est pas mon objectif. Mais quand il y a une enquête, je prends qu'on prend tout le film. Et puis on visionne, peu importe l'heure, on visionne sur toute la journée. La police est passée dans ce garage. Ils n'ont pas vu la vidéo. Je ne suis pas sûre de comprendre de quelle façon un décalage d'une heure change quoi que ce soit. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que ce jour-là, il y a eu un décalage, il y a eu le changement d'heure. Oui. L'heure qui a été, annoncée pour quand Ariel a quitté la maison, OK, avec le temps d'aller regarder les vidéos, enfin les caméras. Moi, je ne suis pas policier, mais j'aurais dit quoi? Peu importe qu'on m'ait dit, c'est à 10h qu'on a vu l'enfant. Mais je prends toute la bande de toute la journée. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je veux dire. Je prends toute la journée. Et puis, je regarde. Mais ils ont circonscrit le visionnement de telle heure à telle heure sans être arrivé à l'heure où l'enfant est passé, effectivement. Et c'est moi, je le dis bien, c'est moi qui ai vu la vidéo. Parce que je suis allé voir le garage. Et quand il m'a vu, d'autres personnes sont passées. Le garagiste a dit non, il ne le fait pas. Parce que quand moi, je suis venu, comme je suis le père, il a autorisé. Et quand on a vu la vidéo, heureusement qu'il n'avait pas effacé. C'est comme ça que nous l'avons capté. Ouais. Et puis, je suis allé donner ça à la police. Quand je parle de manquement, voici un élément encore. Je comprends votre position parce que vous avez apporté quelque chose à l'enquête à travers vos propres efforts. Et je suis sûre que ça vous a fait plaisir de faire votre possible pour aller chercher... Totalement. Ce Mais que en je même tiens temps... à vous dire, c'est qu'il y avait une voiture de police qui était stationnée au bas de l'immeuble où on habitait. Peut-être parce que, je dis bien peut-être, parce qu'on était des suspects, peut-être. Mais quand on a vu la vidéo, cette voiture a disparu de là. Parce que là, on venait de savoir véritablement que l'enfant était sorti. Donc, ça corroborait. Ah, je vois. Okay. Ça corroborait notre version des faits. Imaginez-vous que cette vidéo n'ait jamais été vue. Le soupçon aurait pesé sur nous, ses parents. Mais quand on fait l'effort, bien, quand on s'en a trouvé la vidéo, qu'on met à votre disposition. C'est l'amour d'un parent à l'œuvre. C'est pas seulement l'amour d'un parent à l'œuvre, mais c'est comme la collaboration totale. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours collaboré avec la police. Ça, je l'ai toujours fait. Mais moi, j'ai dit que ils ont déployé les moyens. Je les remercie pour cela, mais pas à la bonne place.
En parlant de collaboration, lorsque j'ai discuté avec Annick plus tôt, elle m'a dit qu'elle était passée, qu'elle avait fait quelques portes, qu'elle est allée voir comme des voisins et que c'est pas tout le monde qui s'était montré coopératif. Oui. Vous en faites quoi de ça? Oui, la police, c'est ça. Quand moi j'ai eu l'information, j'ai même écrit un rapport que j'ai mis à leur disposition avec des dates, avec des événements bien précis. Je l'ai écrit. C'est-à-dire, on est allé voir tel voisin, telle journée et on a demandé pour telle chose? C'est pas tant que ça. Sachez-le. J'ai dit qu'il y a une coordination qui a été créée dont le nom c'est Sauver Ariel. Il y a une page Facebook qui a été créée. Sur cette page-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis sur cette page, je lis. Mm-hmm. Je lis, je prends le temps de lire les commentaires, je prends le temps de lire tout. Et je ne le dis pas parce qu'on est venu me rapporter quelque chose. C'est des choses que je lis. Il y a des insinuations graves qui sont sur cette page. Comme je l'ai dit, il y a des détails que je ne donnerai pas. Okay. Parce qu'on les a mis à la disposition de la police. OK. Sans trop en révéler, je vais juste essayer aller dans le général. Ouais. Quand quelqu'un donne des détails, supposément, on va dire, il fait des hypothèses. Mais ces hypothèses-là, avec des détails, la police devait quand même regarder de très près. Mais pourquoi donner ces détails sur une page Facebook plutôt que d'aller à la police? Mais qu'est-ce que vous voyez? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Si moi je sais quelque chose, je n'irai pas l'écrire sur une page Facebook. J'irai à la police. Non? C'est ça. Ça, c'est en tout cas, ce qui est normal, c'est ça. Si je sais quelque chose, je m'en vais à la police. Mm-hmm. OK, je peux aller dire des choses à la police, mais dès l'instant où je vais voir la police... Je suis impliqué? Pas forcément impliqué, mais c'est comme le dossier est ouvert. Donc, ce que j'ai dit à la police doit plus se retrouver sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Voyez-vous? Mm-hmm. Mm-hmm. Parce qu'il faut protéger l'intégrité de l'enquête aussi. Moi, il y a des choses que je sais que je peux pas dire ici. D'accord. Je ne peux jamais écrire là-dessus. OK. Quand je dis des choses que je sais, des choses que les policiers, moi, on s'est dit, je vais jamais les dévoiler. Parce que le dossier est ouvert, l'enquête est en cours. Vous voulez rien compromettre, je comprends. Voilà. Mm-hmm. Mais quand quelqu'un finit de donner ces détails-là dans les réseaux sociaux et qu'il dit à la fin, je suis allé voir la police, j'ai dit ça. La question qui se pose, est-ce que la police a pris le temps de rencontrer cette personne véritablement, lui poser les bonnes questions? Ce serait quoi l'intérêt de ne pas le faire? C'est à leur avantage de... Je l'ai dit tantôt, je ne juge pas. Mm-hmm. Je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement. Mais je m'interroge. C'est des questionnements. Je me pose des questions. Mais je n'ai pas les réponses à ces questions. Ça, pour répondre à la question de savoir, il y a eu des porte-à-porte qui ont été faits. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont collaboré, il y en a qui n'ont pas collaboré. Je l'ai mentionné à Annick, j'ai trouvé ça vraiment étonnant que certaines personnes choisissent de ne pas coopérer, voilà. De un. Et de deux, j'aurais pensé que la police aurait l'autorité d'exiger que ces personnes coopèrent. Je suis à l'aise à répondre à cette question. Okay. Parce que de la même façon, la police nous a brandi la loi sur les libertés individuelles. OK. C'est pas leur faute. Mm-hmm. C'est comme ça que c'est écrit, noir sur blanc. Vous ne pouvez pas rentrer chez quelqu'un si vous n'avez pas de mandat. Si vous n'avez pas des éléments de preuve suffisantes, vous ne pouvez pas aller rentrer chez quelqu'un. Mais on ne parle pas de rentrer chez quelqu'un. On parle de demander à visionner quelque chose qui a été enregistré sur leur terrain. Mais c'est ça. C'est la même chose. On parle de la même chose. Si moi, je ne vous donne pas l'autorisation de venir chez moi, la police, la seule chose qui peut donner de la force à la police, c'est de venir avec un mandat. Parce que la même personne va se retrouver devant la presse pour dire qu'ils ont violé ses droits.
Comprenez un peu? Oui, je comprends. Ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que quelqu'un choisirait de ne pas coopérer parce que un minimum d'empathie. Nous avons la même misère à comprendre cela. Nous sommes dans une société plurielle, une société où tout le monde interprète la loi selon l'angle où il se trouve. Mm-hmm. Moi, j'aurais dit, je ne viens pas à votre rencontre parce que je ne sens pas la chose bien, ou bien je veux me protéger. Mais j'ai choisi de venir à votre rencontre. Une autre personne aurait réagi autrement. Donc c'est comme ça, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, quand on le fait, vous avez parlé d'empathie. Combien de personnes sont vraiment empathiques? Allez-y seulement sur la page Sauver Ariel. Allez sur la page. Je vous demande d'y aller. Je pense que j'en fais partie. Ok. Lisez les commentaires et venez me parler d'empathie. Allez-y, je vous invite à y aller. Il y a des gens qui font des commentaires de mauvais goût. Moi, je vous demande d'aller sur la page Sauver Ariel et puis redonnez-moi rendez-vous. Ça sera votre propre perception, ce sera votre propre jugement. En même temps, je ne mets pas tout le monde dans le moule. Mm-hmm. Il y a eu des personnes extraordinaires, formidables, qui ont dit des choses constructives, qui ont été vraiment sincères dans leur approche. Mais allez-y là-dessus, vous allez voir. Ce qui me choque, je crois, c'est que dans une situation comme celle que vous vivez, donc dans le cas d'un enfant qui a été porté disparu, même la personne à qui on pourrait reprocher de manquer d'empathie en général aurait de l'empathie pour une... Nadine, je vais te donner des exemples. On va faire court et donner des exemples. Savez-vous qu'ils ont tenté de m'anarquer dans cette affaire? Non. Ah. Je vous l'ai dit. Qui il? Sur les réseaux, il y a déjà plein de personnes qui vont entrer en contact avec moi. Ah, comme ils vont vous donner de l'information en échange d'argent. Exactement, d'argent. Et ces cas-là ont été transmis à la police. Une chose, on a repêché un corps à côté de la prison de Bordeaux, Quartier-Ville. Ce juge était à Laval. Quelqu'un m'envoie la photo de l'ambulance avec le corps qu'on venait de repêcher qui met en bas. On vient de retrouver le corps de votre fils. C'est de l'empathie, ça? C'est inhumain. C'est un comportement qui est même pas digne. C'est de ça que je parle justement. Pas du tout. Donc, comprenez que si les gens sont rendus là, il y a des gens qui vont dire non, rentrez pas chez moi, ne venez pas chercher votre fils chez moi. Ça doit être étrange de confronter deux vérités qui se contredisent, mais qui sont vraies, que l'humain, parce que vous avez mentionné qu'il y a du monde qui ont été extraordinaires envers vous, qui de tout leur cœur vous ont soutenu et ont voulu vous aider peu importe la façon, et en même temps de voir d'autres personnes trouver une façon de profiter de votre misère. C'est ça, la nature humaine. Oui, c'est en effet la nature humaine, mais on dirait que l'humain ne cesse de m'épater dans si je vous dis qu'il y a des gens qui sa... venaient régler des comptes personnels dans cette affaire, vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que les gens ne venaient pas pour véritablement être avec nous, mais les gens venaient pour profiter de la situation pour régler des comptes personnels, pas forcément avec moi. Avec qui? Quand on pose la question à des donateurs d'où vous avez reçu votre argent pour venir aider la famille Kwaku. Et ça, c'était une question, la question des journalistes à un donateur. Et ça existe.
Ça existe. On était tous là. Pensez-vous que ce journaliste-là, cette question était nécessaire là? Peu importe que le donateur, on le soupçonne de quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais poser une telle question, mais le monsieur lui a donné la réponse qu'il fallait aussi. Et j'ai été content. On n'est pas tous alignés. Non. C'est la même chose, non? Non. Mais c'est vraiment, c'est particulièrement décevant de constater ça lorsqu'on vit quelque chose de tragique. Et... Vous pensez que ma force dont vous avez parlé tantôt vient de quoi? Ça vient de tout cela. Parce que justement, si je ne me forge pas de carapace pour faire face à cela, ce sera difficile. Je vais prendre les coups de partout. Oui, en effet. Ouais. Parce que je savais que tout cela, toutes ces situations-là se profilaient. Je ne veux pas peut-être aller, et parce que je respecte beaucoup le peuple québécois qui a été formidable, mais je ne vais pas aller sur le volet du racisme. Mais il y a eu du racisme dans cette affaire. Allez-y juste là sur la page de Sauver Ariel, vous allez voir. Vous allez voir, il y a du tout là-bas. Il y a du tout là-bas. Quand j'ai dit, il y a des gens qui voulaient profiter de la situation pour régler des comptes. Oui, c'est ça. Ça me fend le cœur parce que je pense que quand on vit quelque chose comme la disparition d'un enfant ou d'un proche, on ne devrait pas avoir à simultanément... à vivre tout ça. Ouais. Je vous le conseille. C'est gratuit, c'est cruel, c'est... Et c'est ça. C'est ça parce que, clairement, la sensibilité se vit de plusieurs façons, sous plusieurs angles. Tout le monde n'est pas aligné sur la même chose, je le répète. Je suis d'accord avec vous, mais j'aurais pensé que pour une situation comme celle-ci, c'est quelque chose qui va au-delà des différences de tempérament, de personnalité, de caractère, de race. C'est la protection d'un enfant, le bien-être d'un enfant, c'est quelque chose qui unit tous les êtres humains, okay. La grande majorité des êtres humains. Ok. Puisque nous, on dit que l'enfant a été enlevé. Vous pensez que celui qui l'a enlevé... Non, certainement pas. Certainement pas. Mais ça, on parle vraiment d'une minorité. J'arrive. Celui qui l'a enlevé là, vous pensez que lui se met dans notre position où on est en train de souffrir? Non. C'est ça. Vous avez raison, mais ça, on parle vraiment comme d'une minorité de la population qui est comme ça. Mais cette minorité-là, malheureusement... Elle existe. Elle existe. Et elle a son mot à dire. C'est ça. Parce qu'on fait quoi? Comment on peut extirper cette minorité sans qu'on ne se fasse taper dessus? Mm-hmm. Parce que le jour même où il va y avoir des actions d'envergure contre cette minorité, c'est la même population qui va se retourner contre la police qui est en train de faire ça. Il y a tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? La population va se retourner contre la police? Quand on parle de minorités qui sont méchantes, mm-hmm. là, on va être dans la fiction. Mm-hmm. Des gens qui sont méchants. Et puis, il y a des actions contre ces personnes-là. En fait, des actions d'envergure. À un moment donné, même si la loi autorise cela, à un moment donné, dans la population, on va trouver que la police en fait trop. En fait trop? Oui, ça existe. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, c'est difficile peut-être que je l'explique, mais c'est que, ok, on parle des gens qui sont méchants. Mm-hmm. Des gens qui n'ont pas ouvert leur porte pour qu'on aille regarder. La police arrive, qui n'a pas de mandat, qui force. Quand cette personne va se retrouver devant les médias pour dire qu'on a abusé de mes droits, uh-huh. Vous ne trouvez pas qu'il y a des gens qui vont trouver que la police en a fait trop? Oui. Mais c'est ça. Ça arrive pas. Je comprends. Ouais. Mais dans des cas comme ça, je pense que
quand il y a un conflit, je ne sais pas si c'est un conflit de droit, mais... Ouais, je sais pas. Je donne un exemple. Nous avons initié une pétition. Annick et moi, on est allés à l'Assemblée nationale. Et nous avons été soutenus par la députée Mme Christine Saint-Pierre. C'est elle qui a porté la pétition. Elle nous a invités à l'Assemblée nationale. On s'est retrouvés là-bas. C'était à la fin de session. On a été même présentés. Est-ce que notre pétition est passée? Je vous dis non. C'était une pétition pourquoi? Pour demander qu'on crée une escouade spécialisée pour traiter les cas de disparition. OK. La pétition n'est pas passée. Pas seulement le vôtre, les disparitions en général. En général. Okay. La pétition n'est pas passée. Pour quelle raison? La raison, c'est qu'on n'a pas atteint les choses, les signatures, le nombre de signatures. Juste pour vous rejoindre, c'est-à-dire au sommet, mais c'est-à-dire à un niveau plus avancé, où on pouvait même faire fi de tout ce qui est pour aller chercher une proposition de loi dans ce sens-là. La pétition n'est pas passée. Il manquait combien de signatures? C'est que si on a... ça demandait... je sais plus combien, mais... On a avancé, mais on n'a pas atteint les signatures. Okay. On n'a pas atteint le nombre de signatures. Je vais ajouter la mienne. C'est une signature de plus, c'est pas fini, beaucoup. C'était depuis... okay. C'était depuis 2018. Mais Dieu merci. C'est vrai que la pétition n'est pas passée, mais aujourd'hui, ce qu'on recherchait, ça existe. Ils ont créé l'escouade finalement. OK. Donc si là-bas, on ne nous a pas écoutés, vous pensez qu'on peut écouter d'autres personnes? C'est un peu cela. Nous sommes dans un système qui est comme ça. Il faut l'accepter. Ou bien combattre le système. Avons-nous les moyens de le faire? Ça prend vous, comme ce podcast qu'on est en train de faire. Ça peut faire bouger les choses. Je l'espère. Ouais, je l'espère. Vous méritez que ce cauchemar prenne fin. Que Dieu vous entende. Parce que je l'espère vraiment sincèrement de tout cœur. Merci. Et je sais que tous les Montréalais et Montréalaises qui ont suivi cette histoire depuis le début, malgré une petite minorité, sont du même avis que moi et du même cœur que moi. Parce que c'est vraiment... c'est tragique ce que vous avez. Je vous sais sincère, ne serait-ce que même l'approche que vous avez eue. Et tout de suite, on a embarqué. Parce que, oui, quand mon collègue m'a approché, je me permets de dire son nom. Quand Jocelyn m'a approché pour me dire, tiens, tu as une lettre pour toi. Il m'a dit comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai une lettre pour toi. Quand j'ai fini de lire la lettre, je suis allé vers lui, j'ai dit, je vais la rencontrer. Parce que c'est venu nous chercher, c'est un acte de générosité. Au-delà même de tout ce qu'on peut appeler visibilité et tout, pour nous, c'est un acte de générosité. Donc, on a répondu. J'apprécie que vous le voyez comme ça. Pour moi, c'était... parce que je vais un peu raconter comment je suis venue à vous écrire une lettre. Autour du 12 mars 2018, j'étais à la cafétéria dans mon lieu de travail. Et puis, ma collègue se trouve à être la conjointe de votre collègue. Et puis, aux nouvelles, je pense qu'on avait la télé pas loin de nous. Et aux nouvelles, on parlait justement de la disparition d'Ariel 6 ans plus tard. Et puis, j'ai exprimé comment cette histoire m'avait touchée. Et ma collègue m'a dit que, justement, vous travaillez avec son conjoint. C'est ça. Et j'ai tout de suite voulu savoir comment vous alliez et tout. Et puis, en même temps, je commençais ce projet de podcast. Et je me suis dit que je serais totalement... honorée si vous acceptiez d'être mon invité parce que j'ai vraiment...
depuis le 12 mars 2018, cette histoire fait partie presque de mon ADN. Je fais des recherches Google à chaque quelques mois pour voir s'il y a du nouveau. C'est sûr que je trouve ça désolant quand je vois qu'il n'y a rien de nouveau. Mais j'ai beaucoup, beaucoup pensé à vous, à votre femme, à vos enfants. Parce que, encore une fois, avoir à vivre, de savoir que notre enfant a été porté disparu ou un proche, déjà, en soi, c'est un fardeau d'une lourdeur inexplicable. Mais de ne pas avoir de réponse jour après jour, j'utilise le mot difficile parce que je manque de vocabulaire pour exprimer ce que j'essaie de dire. Mais merci beaucoup déjà. C'est pas humain. Puis je suis contente par contre de vous rencontrer aujourd'hui. Puis vous avez l'air quand même, je veux peut-être pas dire serein, mais vous avez l'air d'avoir de l'espoir. Vous me semblez très équilibré, rationnel, investi encore. Chose que je trouve ça vraiment admirable. Puis peut-être que c'est inévitable lorsqu'on est parent de rester investi pour toujours. Mais de mon côté, je pense que des fois dans la vie, on vit certaines choses et lorsqu'on n'a pas l'issue qu'on souhaite, après un certain temps, c'est comme si on désespère et on s'éloigne de la chose. Mais je vous vois encore rempli de force et de détermination à trouver votre fils. Ça ne va pas faiblir. Cette détermination ne faiblira pas. Même quand Ariel sera rentré, d'autres choses peuvent suivre. Oui. C'est clair parce que, je l'ai dit, Ariel rentrera. Et c'est Dieu qui me donne cette force-là, en tout cas. Parce que je l'espère. J'ai l'intuition, j'ai la conviction, j'ai la foi. Je viens de me rappeler ce que je voulais vous demander tantôt et que j'ai perdu ma question. C'était, est-ce que vous êtes plus protecteur de vos enfants maintenant? Est-ce que... Je l'ai toujours été. Encore plus, je veux dire. Oui, bon. Pour la petite anecdote, c'est que Ariel, comme je l'ai dit, peut-être c'est un défi que je vais lancer à Dieu. Puis tantôt, vous avez posé la question, savoir s'il était fâché contre Dieu. C'est un défi que je vais lui lancer. Le défi, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas me faire vivre ça, sachant très bien ce que je faisais avec Ariel. Parce que je n'ai jamais... Ça veut dire que quand mes enfants sont aux deux en train de jouer, je suis assis à côté d'eux. Je n'ai jamais failli à cela. Jamais, alors là, jamais. Si Ariel a un rendez-vous, enfin, il a convenu d'aller chez quelqu'un, je vais le déposer moi-même et je vais le chercher. Je l'ai toujours fait. Mm-hmm. Même dans le cas d'Ismaël, si souvent la maman d'Ismaël dit, bon, Ismaël va venir, je dis non, il ne prend pas la route. Je vais le chercher, il vient, après je vais le déposer. Mm-hmm. J'ai toujours fonctionné comme ça avec les enfants. Avec les enfants. Et bizarrement, moi qui prends cette disposition-là, le seul moment d'inattention, bon, je ne pourrais pas, parce que je ne pouvais pas m'imaginer. C'est sûr que si j'avais eu l'information que ta carrière devait aller chez son ami, j'aurais moi-même pris la peine d'aller le déposer et aller le chercher après. Ou bien même j'aurais pris l'entente, tu restes à la maison, tu restes avec nos amis, quand on revient, on va te déposer, on va te chercher après. Ça, je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait. Donc, de me demander si je suis encore super protecteur aujourd'hui, je continue de l'être. C'est que je n'ai pas beaucoup changé pour ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des commentaires désobligeants à votre égard? En me voyant?
En vous voyant? Non, je veux dire par rapport à ce qui s'est passé dans le sens où Ariel est allé chez son ami seul. Est-ce qu'il y a des gens qu'ils ont laissé sous-entendre qu'il n'aurait pas dû être à l'extérieur? C'est pour ça que je vous invite à aller sur la page Sauver Ariel. D'accord. Ariel. Et pour ça, je suis très à l'aise à répondre à cette question. Je suis enseignant. La chose qu'on nous demande, qu'on demande d'apprendre nos enfants, c'est leur autonomie. Beaucoup, on parle d'autonomie. Il faut que l'enfant soit autonome. Il faut ci et ça. Si tu n'apprends pas l'autonomie à ton enfant, il ne va jamais, jamais se débrouiller seul dans la vie. Donc, que quelqu'un vienne s'arrêter devant moi pour me dire que je ne devais pas le laisser sortir seul, je lui laisse, la responsabilité de ses propos. Mais c'est clair que j'aurais une réponse à lui donner. C'est des propos de très mauvais goût. Voilà. Parce qu'il a déjà 10 ans. Je ne peux pas mettre mon enfant dans une cage. Si on me reproche cela, ce qui vient de façon incidente, c'est d'interroger ou bien c'est de mettre en question, de mettre en doute la sécurité à Montréal. C'est clair que si moi on me pose cette question directement, je dis ok, ça voudra dire qu'on ne doit même pas faire confiance à tous les systèmes de sécurité à Montréal ou bien au Canada. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Si on ne peut pas laisser les enfants se promener, en plus, ce n'est pas un bébé, un enfant de 10 ans, pour un pâté de maison, ou 2 ou 3 pâtés de maison. Si pour cela... À 2 quoi? À 2 ou 3 pâtés de maison. Si pour cela, on doit enchaîner nos enfants, alors qu'on nous le dise. En plein jour, en plus. En plein jour. Donc, ça voudra dire qu'on n'est pas en sécurité. Cette question, si on me la posait, c'est ce que ça veut dire. Donc, moi, j'apprends l'autonomie à mes enfants. Donc, s'ils veulent aller quelque part, s'ils me disent que je m'en vais, si je suis là, je peux aller l'accompagner. Quand les enfants se retrouvent seuls au parc, même sous surveillance des parents, ce qu'ils se disent ou ce qu'ils font, est-ce qu'on sait tout? Même à l'école, quand ils sont dans la cour de récréation, ce qu'ils font et ce qu'ils se disent, est-ce qu'on sait tout? Mais faisons-leur confiance. Si on ne fait pas confiance aux enfants, à quel moment ils seront adultes? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis tellement ouvert sur la question. Il n'y a que nous, les adultes, qui sommes méchants. C'est tout. C'est tout. Je sais que vous souhaitez, on souhaite tous le retour d'Ariel, sain et sauf à la maison. Est-ce que vous avez une théorie sur ce qui s'est passé? Je comprends qu'on parle d'un enlèvement. Est-ce que vous pensez qu'il est encore à Montréal? Est-ce que vous pensez qu'il a été déplacé? Totalement déplacé, ça. Parce que, je le dis, puis ça vous fait sourire, ça fait sourire. Le jour où Ariel a disparu, on m'a dit qu'on ne le savait pas. Qu'on ne savait pas? On m'a dit que personne ne le savait dans Montréal. Mais quand on a reporté l'information et que ça a été rendu public, le lendemain même déjà, toute la presse montréalaise en a fait son chou gras. Tout le monde en parlait. Ce même soir, je suis allé à l'église avec ma femme. Elle voulait se recueillir, elle voulait aller prier. Je suis allé l'accompagner. Je vous assure, les différentes sorties de l'autoroute là, il n'y avait même pas un seul véhicule de patrouille, ne serait-ce que même pour dissuasion. Peut-être même poser des questions, bien même, il n'y en avait pas. Juste dire que le contrôle ne devait pas se faire juste dans notre milieu. Donc, si par exemple, je me mets, c'est fictif ce que je vais dire, je me mets dans la peau de quelqu'un qui aurait gardé Ariel. Ça s'est passé à 11h. Quand on nous parle des caméras, malheureusement, surtout le tronçon, il y a des caméras de dissuasion. Il y a des caméras qui n'enregistrent pas. Sachez-le, il y a des caméras qui n'enregistrent pas. C'est des caméras de dissuasion. Et dans le parc en question, il y a des domiciles.
Et il y a, au bas mot, 3 sorties qui peuvent totalement échapper aux caméras. Donc, on dit qu'Ariel est rentré au parc, qu'on n'a pas vu en ressortie. Pour cela, on dit qu'il s'est noyé. C'est une hypothèse pour moi qui est fausse à la base. Parce que comme je l'ai dit, il y a au minimum 3 sorties. Et toutes les sorties ne sont pas forcément couvertes par les caméras. J'ai dit encore une chose. Si quelqu'un l'a gardé chez lui, il peut attendre la tombée de la nuit. Et ce jour-là, il a neigé. Ce jour-là, il a neigé. Il y a eu une forte neige. Et donc, on peut profiter de la tombée de la nuit pour le sortir de là. Donc, vous venez faire des recherches après, vous n'allez pas le trouver là. Comprenez? Donc, pour dire simplement que même quand il y a eu... Ça a été publicisé, ça a été médiatisé. Moi, je n'ai pas vu la police arrêter des voitures sur l'autoroute pour poser des questions. Peut-être que c'est pas... Comme je l'ai dit, je ne critique pas leur façon de travailler. Mais moi, je suis un citoyen lambda. Je peux me poser cette question-là. À la limite, qu'on arrête des voitures pour essayer de faire une fouille, parce que c'est un enfant qui a disparu. Ça pourrait se faire. Mais on va dire que, bon, c'est 24 heures après, c'était difficile. Mais clairement, moi, je le dis, il a été déplacé. Mais j'ai envie d'intervenir à ce moment précis pour dire que si Ariel a été déplacé, aujourd'hui, ce qu'on demande à l'ensemble de la population, c'est de rester sensible justement à cette idée-là que oui, il y a un enfant qui manque à l'appel aujourd'hui, Ariel. Donc, Ariel, il peut se retrouver partout et n'importe où en ce moment même. Donc, faut rester vigilant, faut rester sensible parce que Ariel, c'est peut-être cet enfant-là qu'on voit grandir auprès de nous, qui a certainement changé, qu'on ne reconnaît pas, mais c'est peut-être lui. Donc, faut rester sensible, il faut en parler, il faut montrer cette image-là d'Ariel et il faut que les gens soient sensibles que cet enfant-là a été enlevé et que ses parents le recherchent. Donc, faut prêter attention aux enfants qui sont autour de nous, aux gens, sans toutefois être intrusif dans la vie des gens, mais de rester sensible qu'il y a un enfant aujourd'hui, 6 ans après, qui manque à l'appel et dont les parents sont à la recherche. Donc, voilà, il peut être partout. Et il y a un portrait robot qui a été partagé il y a quelques mois du visage d'Ariel à 16 ans, parce qu'il a maintenant 16 ans. Et Annick, vous m'aviez mentionné que il y avait des plans pour diffuser cette image à certains endroits. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Bon, là-dessus, comme ça reste... un accord entre le réseau Enfants Retour que je salue et dont je remercie les responsables et la municipalité de Anstic-Cartierville. C'est clair que il y avait un panneau qui était au coin de l'Acadie et puis Henri Bourassa, mais ça va être déplacé à quelques 100-200 mètres à l'est, donc sur le même Henri Bourassa. Okay. Donc, mais quand ce sera dévoilé, c'est sûr qu'on va vous laisser savoir. Parfait. Il faut dire que la pancarte, c'est moi qui avais demandé, enfin nous, en tant que famille, qui avons demandé que la photo soit vieillie. Et ça, c'est une démarche que nous avons engagée avec la police il y a, je pense, 2 ans déjà. Mais il s'est trouvé que... ils ont donné des raisons que ça ne pouvait pas se faire avant un certain temps. Okay. Donc, mais là, finalement, ils ont accepté de nous accompagner. Et je voulais vraiment dire merci à la gente qui s'est prêtée à cet exercice. La SQ donc, s'est impliquée pour nous sortir ce portrait-là. Et donc, depuis le 12 mars 2024, nous l'avons dévoilé. Et d'autres actions vont être faites autour de cette nouvelle affiche, et dont notamment
le dévoilement d'une grosse pancarte sur Henri Bourassa dans les jours qui vont suivre. Est-ce que vous pouvez me parler de ces autres événements qui sont en cours ou pas tout de suite? Ben, oui, il y a la pancarte avec la nouvelle qui va être dévoilée, en fait. Et il y a aussi une rencontre avec le chef de la police de Montréal qui va se faire sous peu, bientôt. OK. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un agenda pour cette rencontre? Oui. OK. J'imagine que c'est confidentiel. Pour le moment, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter pour conclure cette discussion? Parce que je vous ai posé beaucoup de questions, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez sur le cœur que vous souhaitez partager avec les gens qui nous écoutent. Non, c'est un appel, comme Annick l'a fait tantôt. Je m'inscris totalement dans cet appel-là à la population pour rester vigilant. Le dossier est encore ouvert. Mm-hmm. Parce que souvent, les gens se disent que le dossier est fermé. Ce n'est pas fermé. Le dossier est encore ouvert. Donc, ce n'est que par vos contributions qu'on peut faire bouger les choses. Donc, si vous voyez quelque chose, si vous avez entendu quelque chose, même à cette journée ou bien à cette époque de 2018, et que pour vous, c'est le moment de parler, vous pouvez le faire. Et si vous avez de nouveaux éléments aussi, c'est le moment de vous adresser à la police. Voilà. Ou sinon, vous pouvez me contacter. Ça serait difficile peut-être de me contacter directement, mais je l'ai dit, il y a notre page Facebook Sauver Ariel qui est là, qui est bel et bien active, je veux dire. Il faut y aller et puis certainement écrire en privé aux administrateurs. Puis comme ça, on entrera en contact avec vous. Si vous n'êtes pas à l'aise à parler directement à la police, nous, on pourrait le faire pour vous. Et donc, merci beaucoup, je dirais, à toute la communauté, à tous les Québécois, toutes les Québécoises, toutes les communautés africaines, mes collègues, je l'ai dit d'entrée, mes compatriotes, en tout cas tous ceux qui sont mobilisés, nous renouvelons nos remerciements et puis on dit qu'on continue de chercher Ariel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Et puis merci aussi aux policiers. Leurs efforts sont appréciés, mais comme je l'ai dit, ils peuvent faire plus. De mon côté, je vous promets à tous les deux, mais surtout à vous, que je ne vais jamais oublier et que je vais toujours avoir une pensée pour Ariel, particulièrement pour son retour à la maison sain et sauf, je l'espère de tout cœur et je sais qu'on est des milliers ici à espérer la même chose. En tout cas, mes derniers remerciements, et non des moindres, vont à l'endroit du réseau Enfants Retour, qui est vraiment à nos côtés. Et puis, à la coordination Sauver Ariel, qui mène des actions discrètement, mais sûrement. Donc, je dirais que Dieu bénisse chacun et pour chacune de nos actions que nous menons pour Ariel. La récompense de chacun, c'est le retour d'Ariel, c'est ce que je veux dire. Donc, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Nadine.